Bonjour à tous et bon réveil. Merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer. Vous n'allez pas le regretter parce que ce matin, encore une fois, vous allez tout voir et tout savoir sur l'information. On est ensemble pour 2 heures d'actualité, d'information, de débat, de chronique. Et voici les titres de ce mardi 6 janvier. La Libye s'enfonce un peu plus dans le chaos. L'ONU échoue une nouvelle fois à ramener les camps rivaux à la table des pourparlers. La Libye, qui inquiète sérieusement ses voisins, sera-t-elle le prochain théâtre d'une intervention internationale? On en parle tout de suite avec nos invités. Les Juifs français, de plus en plus nombreux à émigrer en Israël, ils ont été plus de 7000 en 2014 à faire leur valise pour l'État hébreu. La France qui constitue ainsi le plus important contingent mondial d'immigrants en Israël, avant même les États-Unis, la Russie ou encore l'Ukraine, un record qui pourrait être battu en 2015. Et puis on parlera en fin d'édition cinéma ce matin avec la prochaine adaptation du livre de Valérie Trierweiler, Merci pour ce moment dans lequel, vous le savez, elle raconte sa vie aux côtés du président de la République, François Hollande. Et pour commenter cette actualité et réagir tous azimuts, je me suis entouré ce matin de 2 confrères. Boaz Bismuth, bonjour, vous êtes rédacteur en chef des pages étrangères du quotidien israélien Israël Hayom. Je rappelle également que vous avez été ambassadeur d'Israël en Mauritanie. Et puis Myriam Danan, rédactrice en chef du Morning, que j'ai l'habitude d'entendre d'Ornidaire dans l'oreillette, mais qui nous a fait l'immense honneur ce matin d'être avec nous sur le plateau. Merci à tous les deux. Mais avant ça, comme chaque matin, eh bien, on va tout de suite aller voir ce qui fait la une des canards du Moyen-Orient en hébreu et en arabe. C'est la revue de presse du Moyen-Orient, nous est présentée comme chaque matin par la force tranquille de cette rédaction, c'est Maurice Fergan. Bonjour Maurice. Alors ça y est, c'est officiel, la campagne électorale du Likoud est lancée, avec beaucoup de promesses de la part du Premier ministre Benjamin Netanyahou. C'est le quotidien Israël Hayom qui en fait sa une ce matin. En tout bien, tout honneur, on commencera par Israël Hayom qui titre sur le thème principal de la campagne électorale du Likoud, lancée hier en grande pompe par le Premier ministre. Alors c'est simple, changer le système électoral. Le parti qui remportera le plus de voix formera le gouvernement et gouvernera pendant 4 ans, a insisté Benjamin Netanyahou. Et puis les choses sont claires, a-t-il dit, c'est moi ou Herzog et Livni a promis Netanyahou. Le journal de centre-droite, Mariv, lui, tente de décrypter la manœuvre de Mahmoud Abbas à l'ONU. Exactement, c'est une manœuvre qu'il décrit de la sorte. Le président palestinien avait fait connaître son intention d'adhérer à la Cour pénale internationale seulement le 13 juin 2014, soit au lendemain de l'enlèvement de l'assassinat de 3 jeunes Israéliens cet été. Le but de la manœuvre, échapper à des poursuites, une enquête de justice ne pouvant démarrer que sur les incidents qui ont suivi, c'est-à-dire l'opération Bordure protectrice dans la bande de Gaza. Alors le journal de gauche Haaretz, lui, titre complètement différemment sur ces déclarations du président de l'État, Reuven Rivlin, qui critique assez sévèrement la décision d'Israël de geler les taxes palestiniennes. Oui, et il utilise ses compétences de journaliste. Il a déclaré au cours d'un entretien avec des ambassadeurs israéliens en Europe qu'en tant qu'avocat, il n'aurait jamais présenté une plainte en indemnisation qui, en fin de compte, se retournerait contre son client. Alors le président de l'État admet que les Palestiniens ont effectivement enfreint les accords d'Oslo pour nous imposer des conditions non négociées, mais il faut riposter de manière plus posée et réfléchie, a-t-il dit. Rivlin n'a pas précisé quelle mesure de rétorsion il aurait choisi. Allez, on parle un peu de la presse arabe, d'un quotidien pan-arabe. Il s'agit d'Al Arabi qui, lui, se félicite de cette décision palestinienne de saisir la Cour pénale internationale. Oui, Al Arabi choisit toujours un angle assez intéressant. L'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale marque le début d'une vraie bataille qui va briser les termes des négociations imposées par les États-Unis et Israël, écrit Al Arabi. Elle permettra à tous les Palestiniens d'intenter une action en justice contre le gouvernement israélien. Mais c'est là que le bât blesse, affirme le quotidien. S'il s'agit d'une simple manœuvre pour améliorer la position palestinienne dans les négociations, alors c'est un stratagème inacceptable et dangereux. Alors dans les kiosques palestiniens, c'est le quotidien proche du pouvoir, Al-Quds, qui se fait l'écho ce matin d'un appel lancé à Gaza pour la formation d'un nouveau gouvernement palestinien. Voilà, les Palestiniens s'intéressent aussi à la formation de leur gouvernement. Al-Quds titre sur un appel lancé à Gaza par le Front populaire de libération de la Palestine pour la formation d'un nouveau gouvernement qu'il appelle de consensus national. Alors l'actuel gouvernement d'unité n'a reçu aucune fonction depuis sa formation en juin dernier en raison d'un différend entre le Fatah et le Hamas. Le communiqué souligne la nécessité de relancer les négociations indirectes du Caire entre Israël et le Hamas. Le FPLP appelle aussi à
répondre au gel du reversement des taxes par le gouvernement israélien en stoppant la coordination sécuritaire entre Israël et les Palestiniens. Allez Maurice, direction l'Égypte. Amal Clooney qui dément avoir été menacé par les autorités égyptiennes suite à son rapport très critique sur la justice égyptienne. Moitels? Oui, alors elle dément, elle dit qu'il n'y a jamais eu de menace de la part du gouvernement égyptien. Il faut dire que des rumeurs couraient sur une interdiction d'entrer en Égypte et les risques d'arrestation pour la femme de l'acteur. Amal Clooney avait publié, vous l'avez dit, en février dernier, un rapport très critique sur le système judiciaire égyptien et avait demandé un nouveau procès pour les 3 journalistes d'Al Jazeera emprisonnés depuis 1 an dans les geôles égyptiennes. Alors on referme avec ce titre du quotidien israélien en langue anglaise, cette fois le Jérusalem Post. Alors on sait qu'il y a beaucoup de juifs français qui émigrent vers Israël, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y en a de plus en plus qui s'intéressent à l'Aliyah, à peu près 50 000 je crois. Exactement, vous avez annoncé en titre que 7 000 juifs de France ont émigré en Israël en 2014. Alors c'est le président de l'agence juive, Nathan Sharansky, qui s'est mobilisé hier pour annoncer qu'en 2014, 50 000 juifs de France ont demandé des informations sur l'immigration en Israël. Alors Nathan Sharansky est assez critique vis-à-vis des Israéliens. Il dit alors que les Israéliens ont du mal à accepter des compliments, il faut comprendre que les juifs de France ont le choix d'émigrer où bon leur semble et ils choisissent massivement de se rendre en Israël. Herzl avait raison, dit Sharansky, Israël est vraiment un aimant pour le peuple juif. Un aimant pour le peuple juif. Merci beaucoup Maurice Yferron. Je vous le disais en titre, la Libye est au bord de la guerre totale. Le dialogue politique semble aujourd'hui être un vœu pieux de la communauté internationale. Hier, c'était au tour de la Ligue arabe de plancher sur la recherche d'une sortie de crise. Les explications d'Elsa Mourgue. Une décision prise à titre préventif, mais qui pourrait avoir de fortes retombées diplomatiques. Ressortissants syriens, palestiniens et soudanais sont désormais interdits d'accès au territoire libyen. Cette décision prise ce lundi par le ministre de l'Intérieur du gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale, est censée empêcher les milices d'avoir des liens avec des organisations terroristes extérieures. Le terrorisme en Libye était d'ailleurs au cœur d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe ce lundi au Caire. La Ligue se réunit aujourd'hui pour prendre une décision catégorique concernant l'escalade dangereuse des actes terroristes en Libye. En particulier, elle discutera de l'enlèvement des citoyens égyptiens dans la ville de Sirte. La Ligue soutient les institutions libyennes légales et en particulier le Parlement élu. Le Parlement a par ailleurs réclamé des armes à la communauté internationale pour lutter contre les milices. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est en proie à de vifs combats entre différents groupes armés et la Libye est de fait dirigée par 2 parlements et 2 gouvernements rivaux. L'un proche des miliciens de Farch Libya, un mouvement islamiste, et l'autre reconnu par la communauté internationale siégeant à Tobrouk, près de la frontière égyptienne. Aucune solution politique ne semble se dégager pour l'instant et le président libyen reconnu par la communauté internationale a même demandé l'aide des autres pays arabes. Aujourd'hui, j'ai demandé officiellement à la Ligue arabe d'intervenir pour protéger les institutions vitales partout sur le territoire libyen et pour empêcher les groupes terroristes d'avoir recours à la violence. Une réunion de dialogue entre les différentes parties était prévue ce lundi sous l'égide de l'ONU, mais elle a été reportée. La dernière tentative de dialogue entre les milices et le gouvernement remonte à septembre et n'avait donné aucun résultat. Myriam Danan, 2 gouvernements, 2 parlements dans un même pays, on a parfois du mal à comprendre. Vous nous aidez un peu à faire un peu d'ordre dans tout ce chaos. Effectivement, et bien tout commence il y a quelques mois, comme souvent, avec des élections qui ont fait des vainqueurs et des vaincus, et bien sûr des déçus. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a d'un côté Aube de la Libye, qui est dominée par des milices islamistes, qui ont contesté les résultats de ces élections, qui ont contesté le gouvernement qui a été élu. Et on a commencé alors une espèce de guerre civile en Libye qui progressivement a repoussé les forces et le Parlement élu vers Tobrouk, vers l'est du pays, tandis que les milices islamistes ont pris la possession de toute la bande pétrolière en bas du pays, du côté de l'est. Et c'est effectivement ce qui s'est passé donc entre 2 milices, 2 pouvoirs qui aujourd'hui combattent. Il faut rappeler que la Libye également, c'est un pays assez hétérogène, avec une assemblée de milices et de tribus qui s'assemblent ou pas, qui étaient réunies sous la dictature de Mouammar Kadhafi et qui depuis peinent beaucoup à s'unir. Boaz Bismuth, la Libye, c'est le nouveau défi 2015 pour la lutte anti-djihadiste? D'abord, je constate une chose, et nous constatons tous, c'est qu'avant, qu'est-ce qu'on disait sur la Libye? Qu'en fait, c'est un État sans institutions. Donc il y avait un dirigeant, mais pas d'institutions. Aujourd'hui, on se réjouit, après le printemps arabe, c'est un pays qui a des institutions, bravo, mais n'a plus de dirigeants.
Oui, ça c'est le premier point. Deuxième chose, c'est que c'est vrai, vous parlez aujourd'hui de deux gouvernements, et c'est vrai, deux gouvernements qui siègent dans deux villes suite aux élections du mois de juin dernier, reconnues par ailleurs par la communauté internationale, mais pas par tous les Libyens et surtout pas par les miliciens. Et je dirais que ce qui s'est passé en Libye après les élections de juin me rappelle un petit peu ce qui s'est passé en Tunisie par les urnes et en Égypte grâce à l'armée. C'est un peu un retour à la, pas retour à la normale je dirais, mais un retour à une certaine logique où on avait compris un petit peu les limites des régimes islamistes si vous voulez, ou de l'islam politique. Et en juin, on a vu très bien que les islamistes, finalement, qui avaient gagné les élections précédentes, ont perdu cela. Et les djihadistes ne veulent bien sûr pas quitter les rênes du pouvoir, et nous voyons ce que nous voyons. Encore une chose que je constate, c'est que si en 2011, on a vu très bien la communauté internationale, pensant peut-être aussi au pétrole libyen, avec la résolution 1741, tous s'aligner avec la fameuse phrase d'Obama menée par derrière, et la Grande-Bretagne et la France qui prend les commandes, là on voit justement que pour évincer, pour faire en sorte que Kadhafi quitte son siège, eh bien, c'était beaucoup plus facile que pour créer de l'ordre. Et par ailleurs, peut-être ce que l'on voit aujourd'hui en Libye nous explique pourquoi la communauté internationale a cette grande hésitation en Syrie. Est-ce que bon, la Ligue arabe s'est réunie hier de manière extraordinaire pour discuter justement de cette sortie de crise. Est-ce que, comme en Syrie, le monde arabe est trop divisé pour pouvoir intervenir en Libye? Alors d'abord, je dirais, comme j'ai évoqué avant la Syrie, je dirais une chose. La Syrie, bien sûr, pourquoi est-ce qu'une des raisons pour laquelle on a très très peur et pour laquelle Assad, en 2015, continue à être le président de la Syrie, alors que moralement, c'est complètement inconcevable. Il y a trop d'États concernés, trop d'États influencés par la chute ou le désordre, par une somalisation, si vous voulez, de la Syrie. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une somalisation de la Libye. Est-ce que ça a un impact? Évidemment. Pas autant qu'en Syrie, mais ça a un impact sur les pays voisins. On a vu très bien, bien sûr, sur l'Afrique. L'Égypte est juste à côté, le Soudan, surtout le terrorisme. Vous voyez très bien aussi en Afrique noire. Vous savez très bien les effets néfastes. Tous ces armes qui sont rentrées, pénétrées ce pays qui est la Libye. Mais donc, concernant la Ligue arabe, ce n'est pas la première fois que l'on voit le désarroi, qu'on en voit les limites de la Ligue arabe. N'oublions pas qu'on parle du monde arabe. C'est pas un monde arabe, c'est des mondes arabes, complètement désunis dans ce cas-là. Et vous voyez justement aujourd'hui, j'ai écouté dans votre reportage le fait que l'on n'accorde plus de visa ou de permis d'entrée à des Soudanais, à des Syriens, à des Palestiniens. J'ose seulement penser si c'était ici le cas en Israël. Bon bref, tout ça montre un petit peu aussi tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe. Et là justement, les effets, ça veut dire si en 2011 le grand espoir d'une démocratie n'a pas eu lieu, toutes les craintes de 2011 comme l'islam politique et finalement le terrorisme qui contrôle des États, on le voit. Je crois qu'en Libye, ce qu'on le voit ne nous étonne pas encore une fois, somalisation d'un État arabe ô combien dangereux. Effectivement, un chaos presque djihadiste. Et puis deux exemples que Boaz a donnés, qui sont celui de la Tunisie et de la Syrie, extrêmement différents. Avec la Tunisie qui avait pour elle, toutefois, cette espèce d'histoire qui allait vers la démocratie et cette histoire de laïcisation qui a permis d'aider à cette transition démocratique qui finalement réussit. C'est la grande leçon de cette année 2014. Alors que du côté syrien, et là, il y a effectivement de quoi s'inspirer pour le chaos libyen, on se retrouve face à des milices qui sont complètement surarmées, sans qu'aucune histoire de la démocratie, et un pays qui est devenu une véritable bonbonne d'explosifs, avec encore un autre enjeu pour la Libye, cette production du pétrole, puisque la Libye est le deuxième producteur de pétrole en Afrique, ce qui crée un nouvel enjeu économique, tant pour les pays qui l'entourent en Afrique et au Moyen-Orient, mais également pour les Occidentaux. Alors, pourquoi ça ne marche pas en Libye, justement, pourquoi ça ne marche pas? En Tunisie, chacun finalement a trouvé à sa manière la sortie de crise, ou une issue au printemps arabe, que ce soit par le retour de l'autoritarisme militaire en Égypte ou par la démocratie, par les urnes en Tunisie. Voilà. Pourquoi en Libye ça ne marche pas? Alors, de la même façon que j'anticipe la tempête avec mon pull, j'ai anticipé votre question avec ma réponse juste avant, et j'explique. La Libye, c'est quoi? Moi, vous avez évoqué le fait que j'étais en Mauritanie pendant 4 ans de ma vie. Il faut comprendre l'importance justement des tribus. L'importance des tribus et aussi la limite, comment on va dire, de l'État, de l'appartenance justement à l'État. C'est d'abord, j'appartiens bien sûr à ma famille, à mon clan, à ma tribu, et seulement après l'État. Donc il n'y a pas cette sentiment, cette fierté. Souvenez-vous aussi, pendant l'époque Kadhafi, le drapeau libyen, le drapeau vert, où il y avait franchement pas beaucoup d'emblèmes, pas beaucoup d'insignes. Justement, encore une fois, les limites, on a trouvé quand même la couleur de l'islam pour réunir tout le monde derrière un certain drapeau. Là, encore une fois, chacun essaye de maximiser, chacun essaye d'avoir un maximum pour sa famille, pour son clan, pour sa tribu. Donc déjà, la première chose. Deuxième chose, comme vous venez de dire, comme Myriam vient de dire, c'est un pays quand même qui avait un vide, il n'y avait pas d'institution. J'ai visité la Libye pendant l'époque Kadhafi, c'était assez étonnant. Vous savez très bien que Kadhafi donnait le pouvoir à chaque personne, chaque citoyen. Donc vous pouviez marcher dans la rue, prendre des photos, et un jeune de 15 ans qui prend votre appareil photo. Tout le monde était policier, tout le monde était juge, tout le monde était roi si vous voulez. Des limites, donc Kadhafi bien sûr
avait la main mise sur tout, si vous voulez. Aujourd'hui, c'était quand même prendre un pays quand même très très vaste, un pays quand même avec aussi, vous savez aussi parfois, il y a aussi une formule assez dangereuse, pas d'institution, pas de sentiment national, de fierté nationale. En plus, vous ajoutez à ça potentiel d'argent, donc le pétrole et des armes. Voilà une formule pour ce que nous voyons aujourd'hui. Et un risque d'implosion territoriale concret en Libye aujourd'hui, avec d'un côté ce gouvernement reconnu par la communauté internationale réfugié à Tobrouk, dans le nord-ouest du pays, et puis de l'autre au sud-est, d'autres réserves pétrolières et une scission territoriale qui se prononce de plus en plus entre ces deux zones pétrolières clés que personne n'arrive à réunifier. Et selon vous, Myriam Danan, la Libye pourrait être le prochain théâtre d'une intervention militaire internationale ? Alors d'un point de vue des priorités de la communauté internationale, elle devrait l'être sans aucun doute si on arrivait à prouver qu'une intervention internationale était une solution. Parce qu'effectivement, on est au bord d'un véritable chaos djihadiste qui menace la stabilité non seulement de la région, mais également de la communauté internationale. Et aujourd'hui, Daesh, on le voit qu'il y a déjà des camps d'entraînement qui ont été localisés en Libye, puisque ces organisations terroristes, à l'image un petit peu de la nébuleuse d'Al-Qaïda, profitent des chaos politiques et militaires de ces pays pour aller s'implanter dans ces zones extrêmement fragiles. Donc que ce soit une priorité sécuritaire et diplomatique de la communauté internationale, il n'y a absolument aucun doute. De là à annoncer bientôt une prochaine intervention internationale, on estime bien qu'ils sont prudents. Qu'est-ce qui rend frileux cette communauté internationale pour intervenir? Qu'est-ce qui la rend difficile, cette intervention? Alors déjà une chose, je ne vais pas être original et je ne serai pas un génie en disant que franchement les dernières interventions, que ce soit celle en Irak ou en Afghanistan, même Lindsey Graham, le sénateur américain qui a justifié bien sûr cette intervention en Irak, avait parlé des lacunes et des failles dans cette intervention. Donc ces deux interventions aujourd'hui font en sorte déjà que les États ne se précipitent pas. Et par ailleurs, je dirais aussi l'opinion publique. Et n'oublions pas que l'on parle, s'il n'y avait pas de démocratie suite au printemps arabe, il y a des démocraties quand même dans le monde occidental et ces personnes qui votent ne veulent pas d'intervention militaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, c'est à quel point je suis vraiment... ça m'influe. Ce qui se passe en Libye m'influe. Alors, on parlait bien sûr du prix du pétrole. N'ajoutez pas aujourd'hui que le baril est au plus bas. Ça aussi, ça joue beaucoup dans la crise libyenne. Le prix du baril aussi, dans le sens où ça n'a pas beaucoup d'influence finalement à ce prix que nous voyons. Et ça réduit peut-être l'urgence d'une intervention pour la communauté internationale. Exactement, on n'est pas d'il y a 1 an ou 2 ans sur le même théâtre. En plus, les grandes puissances, ça veut dire les grandes puissances qui se querellent entre elles, sur le dossier libyen, on a vu que les Russes et les Chinois étaient beaucoup plus laxistes vis-à-vis des Américains. Souvenez-vous, pour l'intervention, ils ont donné un feu vert beaucoup plus facile. Donc tout ça, justement, fait en sorte que je essaie de réfléchir. Le pays est assez vaste et les intérêts sont assez, comment dire, pointilleux ou minimes, importants, mais quand même, géographiquement, on peut très bien voir où sont les intérêts pour peut-être qu'il y ait une intervention chirurgicale dans certains lieux, mais je la vois ni demain ni après-demain pour l'instant. La Libye, c'est seulement un pays de 6 à 8 millions d'habitants et que même si c'est le deuxième producteur de pétrole aujourd'hui en Afrique, le territoire est relativement limité. C'est une menace urgente pour les pays environnants, pour l'Égypte notamment, pour la Tunisie ou encore pour le Soudan. Et d'ailleurs, on voit bien que ce sont les pays africains tels que le Mali, le Tchad ou le Niger qui appellent aujourd'hui à une intervention et certainement pas la communauté internationale. A noté toutefois la France qui prend ses précautions avec une base militaire qui est installée au Niger, à Madma, et qui se tient sur le qui-vive. Oui. Alors, sans parler d'intervention militaire, les autorités de Tobrouk ont demandé à être armées par la communauté internationale. Pourquoi on hésite autant à envoyer des armes lourdes aux autorités de Tobrouk? Parce que lorsqu'on a amené les rebelles syriens, on ne va pas souligner que ça a largement aidé également à armer des franges djihadistes de ces rebelles syriens, que la Libye est déjà un pays surarmé et plein d'explosifs. On a vu cet incendie sur les terminals pétroliers qui ont mis des semaines, voire des mois à être contrôlés. Et aujourd'hui, on pense que cette aide militaire serait relativement limitée. Et à cela s'ajoute aussi le problème religieux, parce que c'est vrai qu'on touche au pétrole, on touche aussi aux navires qui arrivent, qui ont aujourd'hui peur de s'en rapprocher, et en plus ces fameuses familles coptes qu'on a vues étaient agressées et tuées aussi. Donc vraiment le problème devient très très vaste et assez dangereux. Alors justement, pour nous aider à y voir plus clair, on va tout de suite rejoindre par téléphone Antoine Sfer. Vous êtes journaliste, politologue et directeur des Cahiers de l'Orient. Certains, bonjour tout d'abord, bonjour Antoine Sfer. Bonjour. Oui. Bonjour. Certains voisins de la Libye réclament une intervention militaire internationale. Vous pensez qu'elle est aujourd'hui indispensable, que le dialogue politique est en train de s'éloigner? Non, le dialogue politique existe aujourd'hui entre les parties libyennes, d'autant que nous avons un pays avec 2 parlements, 2 gouvernements, mais il est certain aussi dans le sud de la Libye, c'est devenu une sorte de no man's land interdit aux autorités du pays, quelles qu'elles soient, d'un côté comme de l'autre, et il y a une sorte d'anarchie et de chaos qui règne, notamment tenu par les islamistes. Et ce qui est grave, c'est que la communauté internationale commence à s'inquiéter parce que c'est sur le chemin
du flux migratoire entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Donc c'est pour ça que ce sud libyen inquiète énormément, étant devenu un vivier de combattants islamistes, l'Europe et l'Occident en général. Alors justement, un sanctuaire djihadiste en Méditerranée, est-ce que c'est une menace pour l'Europe, comme semble l'affirmer Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense français, qui était en visite au Tchad récemment? Il a parfaitement raison, mais ce qu'a dû ajouter le ministre de la Défense français, c'est que l'Occident porte une lourde responsabilité dans la situation actuelle, puisqu'ils ont permis de plus en plus à ces islamistes de s'installer dans ce sud libyen, dans cet état de non-droit. Et ils ont permis cela en faisant en sorte de venir en Libye, d'éclater le pays et de ne pas rester pour accompagner les nouvelles autorités, comme l'a fait la France au Mali, par exemple. Alors Antoine Sfer, est-ce que la France, qui, on s'en souvient, a orchestré l'intervention en Libye sous Nicolas Sarkozy, est-ce qu'elle ne porte pas une lourde responsabilité dans ce chaos libyen? Est-ce qu'elle n'a pas justement un rôle à jouer dans cette sortie de crise? Oui, bien entendu, vous dites sous Nicolas Sarkozy, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est sous la férule d'un ex-nouveau philosophe devenu mannequin aujourd'hui, qui veut qu'on aille partout, taper en Libye, taper en Syrie, taper un peu partout, alors que tout cela ressemble de plus en plus à du néocolonialisme. C'est là où, je crois, l'Occident a commis une erreur devenue une faute. Le devoir d'ingérence est nécessaire à partir du moment où il est décidé par la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies. Prendre que aujourd'hui les États européens ou occidentaux décident, comme les Américains en Irak, comme les Français avec les Anglais en Libye, d'intervenir unilatéralement, cela ressemble de plus en plus à du néocolonialisme. Est-ce que cela suffira pour qu'on sorte de la crise si aujourd'hui l'Occident intervient? Je n'en sais absolument rien. Antoine Sfer, merci, journaliste. Vous êtes journaliste et politologue français. On rappelle le nom de votre dernier ouvrage, L'islam contre l'islam, l'interminable guerre des sunnites et des chiites. C'est en livre de poche. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Au revoir. Boaz Bismuth, ça ressemble à du néocolonialisme, une intervention militaire en Libye, si elle devait avoir lieu? J'ai entendu le titre là, du livre que vous avez parlé, Islam contre Islam. Et justement, le néocolonialisme, entre guillemets ou sans guillemets, aurait pu être évité si justement les États que nous voyons, ces États-là, auraient justement pris un peu plus de responsabilité et auraient évité tout ce chaos que nous voyons. Je me souviens très bien, on a parlé, on a évoqué du terrorisme, qui est devenu une grande menace, par exemple, dans l'exemple, on a vu en Syrie, mais aussi au Machrik, mais aussi au Maghreb, en Libye. Si éventuellement, en 2001, au lieu qu'on parle encore une fois de l'Occident contre l'islam, on aurait justement aidé un peu plus dans cette lutte contre le terrorisme, on aurait peut-être évité justement avoir un chaos encore plus grand aujourd'hui. Vous savez très bien, moi j'étais pendant 4 ans en Afrique et la dernière chose que je souhaite ou que chaque personne normale voudrait, c'est vraiment de néocolonialisme. On voit aujourd'hui aussi que les opinions publiques, on a parlé juste avant, M. Antoine Sfer n'était pas très enthousiaste à l'égard des interventions militaires. C'est la dernière chose que l'on veut. N'oublie pas encore un point que M. Antoine Sfer oublie, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi le problème de l'immigration, d'immigration clandestine, problème d'immigration. Donc au contraire, un chaos dans ces pays-là, les conséquences se payent justement dans le Nord. Donc là, sur ce point-là, de nouveau néocolonialisme, moi très franchement, je ne le vois pas trop. Oui, et puis un mot également, on parlait bien sûr de Bernard-Henri Lévy, c'est à lui qu'il faisait allusion, dont on peut facilement, on peut dire, critiquer l'activisme interventionniste, notamment sur le conflit libyen ou encore sur la Syrie. Mais il faut toutefois être extrêmement prudent, puisque du côté de François Hollande, on a des informations aussi assez contradictoires, avec François Hollande qui appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités, qui estime qu'aujourd'hui une intervention contre Daesh n'aurait pas été nécessaire, mais si on était intervenu contre la Syrie auparavant, et donc du côté de la communauté internationale, un espèce de double jeu avec des interventions qui ne vont pas jusqu'au bout, qui ne vont pas surtout au bon endroit, au bon moment, peut-être un manque de courage aussi et d'aboutissement dans leurs actions. Juste un mot justement sur l'historique un petit peu de l'intervention et de l'ingérence. C'était justement, c'est une invention française, ce n'est pas une invention américaine ou britannique. Je crois que c'était, corrigez-moi si je me trompe, avec le Biafra en 70-71. C'est comme ça qu'est né justement le droit d'ingérence. Donc finalement, regardez comment parfois on applaudit justement, et le même clan qui applaudit l'ingérence ou l'intervention internationale est celle qui la critique aujourd'hui. Oui. Boaz Bismuth, vous connaissez bien la région, vous avez été ambassadeur d'Israël en Mauritanie. On voit bien qu'au sein de la Ligue arabe, c'est l'Égypte et les Émirats arabes unis qui semblent être le plus actifs, qui montent le plus au créneau. Pourquoi? Commençons d'abord par l'Égypte. L'Égypte aujourd'hui se fait vraiment un relook avec beaucoup par ailleurs, avec l'aide
l'aide de l'Élysée, par exemple. En 2014, l'Élysée a permis au président Sisi vraiment de se relooker. Donc aujourd'hui, l'Égypte, et c'est pour ça que moi je choisis finalement l'Égypte peut-être comme le pays clé aussi régional de l'année, le pays qui va faire le plus d'interventions. Justement, il le fait aussi pas seulement pour le fond, mais aussi pour la forme. Donc l'Égypte, c'est assez normal. On va les voir dans beaucoup de crises. L'Égypte va essayer de revenir Dunya, ce qu'elle était dans le passé. Concernant les Émirats arabes unis, aussi intérêt, n'oubliez pas que c'est les États du Golfe. L'Arabie saoudite, au contraire, permet justement aux Émiratis, et on le voit dans beaucoup de crises, surtout dans des crises arabes, derrière les coulisses, il y a les Saoudiens, mais ils laissent les Émiratis prendre de l'avant. Et par ailleurs, les Émiratis aussi, c'est pour équilibrer un petit peu. Pourquoi est-ce que les Saoudiens le font justement pour baisser un petit peu l'importance, le rôle du Qatar. Alors il y a eu des raids aériens des Émirats arabes unis, de l'Égypte, etc. Mais est-ce qu'on pourra faire une intervention en Libye sans avoir de troupes au sol, un peu comme sur le modèle de la coalition anti-Daesh? Alors encore une fois, comme Myriam l'a évoqué, n'oubliez pas que quand même la Libye est un pays vaste, mais quand même, comme en Mauritanie, la population est assez concentrée. C'est un vaste désert finalement. Donc encore une fois, sans intervention, ce sera assez difficile. C'est comment est-ce que vous réussissez justement à faire en sorte qu'il y ait une scission à l'intérieur et prendre en sorte avec vous quelques clans djihadistes. Mais c'est encore une fois très très difficile. Très très difficile ce qu'on en voit aujourd'hui. Encore une fois, c'est devenu une vraie poudrière. C'était à prévoir en 2011. Et pareil, regardez d'autres exemples. Vous savez, toujours quand on essaie d'analyser des États, on fait du comparatisme. C'est ce qu'on fait beaucoup en sciences politiques. Regardez un petit peu la Somalie, regardez un petit peu comme c'est difficile de regrouper encore une fois cet État qui pour beaucoup n'est plus un État. Avec le seul vecteur commun qui peut être peut-être tant pour l'Égypte que pour les Émirats arabes unis que pour la Ligue arabe, si elle a le courage de l'assumer, cette volonté de lutter contre un islam politique et un djihadisme débordant, puisque c'est bien pour ça aujourd'hui que l'Égypte est en tête de pont. Al-Sisi, c'est un petit peu son combat contre les frères musulmans qui se retrouvent dans le combat en Libye, et puis bien sûr une menace frontalière également, puisque l'Égypte a une frontière avec la Libye qu'elle ne veut pas laisser contaminer par le terrorisme. Beaucoup d'Égyptiens qui sont en Libye, et j'ajouterai encore un point concernant votre question, c'est essayer aussi, parce que finalement pour qu'il y ait beaucoup d'armes, il faut que quelqu'un quand même alimente les caisses, alimente les armes. Regardons aussi les derniers pays qui soutiennent la Libye et essayer de faire un peu de travail. Alors un, c'est le Soudan. Et le deuxième, quand même, encore une fois, on retrouve qui? On retrouve encore une fois la Turquie. La Turquie. Voilà. Myriam Danan, la maîtrise des installations pétrolières qui ont été l'objet de plusieurs attaques des miliciens libyens, est-ce que c'est un enjeu majeur dans cette crise en cours? Alors il est certain que pour les Libyens, c'est un enjeu majeur, puisque le pétrole, c'est 90% de leur PIB, plus de 90% de leurs exportations également. C'est leur seule et unique ressource économique, si on peut dire aujourd'hui. Donc effectivement, si ces ressources pétrolières sont visées par les milices d'un côté et de l'autre, c'est justement parce que c'est le point faible aujourd'hui de la Libye, même si pour la communauté internationale, ce pétrole a moins de poids. Et j'essaie juste d'imaginer comme ça un gag, on est en janvier, fin d'année, on a peur bien sûr de la tempête. J'essaie seulement d'imaginer avec ce qui se passe et ce retour en arrière. Imaginez demain, on fait sortir Saif el-Islam de sa prison et on lui demande de l'aide pour gérer le pays. Tout est possible. Boaz Bismuth, Myriam Danan, Maurice Fergan, merci beaucoup à tous les Saif trois. el-Islam, le fils Kadhafi, bien sûr. Bien sûr. Ouais. À suivre dans votre morning, on ouvrira une page politique israélienne avec Dror Even-Sapir. C'est tout de suite. Après un nouveau journal, il vous est présenté par Sarah Gaudron. Ne bougez pas. Bonjour à vous qui nous rejoignez, c'est l'heure d'ouvrir une page politique avec notre analyste politique, Dror Even-Sapir, bonjour, et Boaz Bismuth qui reste avec nous, rebonjour. Bonjour. Dror Even-Sapir qui nous fait vivre chaque semaine donc cette campagne pour les élections législatives du 17 mars prochain. Bien ça y est, c'est officiel, le parti au pouvoir, le Likoud, a lancé officiellement hier soir sa campagne. Un lancement un peu terni par une polémique sur le résultat de sa primaire. Oui, alors autant le Likoud pouvait se réjouir en fait dans les tout premiers jours qui avaient suivi les résultats des élections primaires, de la bonne tenue de ces élections et du fait que la liste qui avait découlé de ces élections, la liste qui sera présentée par le Likoud, la liste de candidats à la députation, Cyril, eh bien, était une liste plutôt équilibrée, moins radicale que ce que les adversaires du Likoud lui reprochaient. Donc on sentait d'ailleurs que Benjamin Netanyahou était sincèrement réjoui et rassuré de la composition de la liste. Et ça a été effectivement un petit peu terni par des soupçons de fraude électorale dans certains bureaux de vote, par le fait que la dernière place considérée comme éligible dans la liste des candidats à la députation du Likoud, que cette dernière place donc a été disputée entre deux personnalités importantes. Et c'est tout un symbole parce que ces deux personnalités qui se disputent cette dernière place, pour aller vite, Tzipi Hotovely, une jeune vice-ministre qui est l'une des représentantes de l'aile droite
droite, la droite religieuse de Likoud, et puis Avi Dichter, l'ancien patron, l'ancien numéro 1 des services de sécurité intérieure, le Shabak, qui a fait ses premières armes politiques dans un parti centriste, le Kadima. Et donc c'est le fait que ces deux personnalités-là se disputent en fait la dernière place considérée comme éligible sur la liste des candidats Likoud à la députation, ça a effectivement valeur de symbole. Pour l'instant, c'est Avi Dichter qui semble l'emporter, mais Tzipi Khotoveli n'a pas dit son dernier mot. Elle va probablement déposer un recours. Donc tout cela fait un petit peu ternir un petit peu la bonne image que le Likoud avait donnée immédiatement après ces élections primaires. Et puis deuxième petit couac, l'une des personnalités importantes de Likoud, Moshe Feiglin, qui lui a échoué à se faire réélire, et c'est le grand perdant des élections, a déclaré qu'il quittait le Likoud et qu'il allait former un nouveau parti politique. C'est peut-être Vous nous rappelez rapidement qui est Moshe Feiglin au sein du Likoud ? Dirigeant de l'une des ailes les plus radicales du mouvement des implantations, qui, avec plusieurs centaines, plusieurs milliers de ses partisans, avait fait en fait de l'entrisme au sein du parti au pouvoir en poussant le Likoud vers la droite, et ça c'est une chose importante. Et son départ n'est pas forcément une mauvaise chose pour Benjamin Netanyahu. Alors justement, pendant des années, on nous a bassiné avec cette thèse de l'entrisme du mouvement proche des implantations. Est-ce que c'est aujourd'hui un échec cuisant justement pour cette tactique ou cette stratégie de l'entrisme ? Non, c'est juste que les partis d'opposition, les partis qui veulent prendre le pouvoir, ou les personnalités politiques israéliennes qui se voient déjà ou qui aimeraient se voir Premier ministre, devaient seulement changer leur déclaration, leur réaction aux élections du Likoud, parce que ça fait des semaines, voire des mois, voire des années qu'on nous parle d'un parti qui se radicalise, qui devient de plus en plus extrême droite. Et moi, je regardais hier, je suivais un petit peu les informations, les journaux de 20h. C'est assez curieux que les mêmes commentateurs, que pendant des mois et des années nous expliquent que Feiglin donne une autre image du Likoud d'extrême droite, aujourd'hui nous présentent Feiglin comme voilà une perte, ou voilà une personnalité qui perd et comment le Likoud va se redresser. Donc je pense que Netanyahou se retrouve dans une situation, dans un état avec des commentateurs que quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe au Likoud, ça sera interprété comme des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, ça veut pas dire qu'il y a des problèmes. Alors, le problème justement des élections du Likoud. Vous savez, on est en démocratie, dans des élections pour un parti, on a vu des failles, même dans des partis hyper propres, ou des partis qui voulaient un renouveau de la politique. Je pense à Kadima. Souvenez-vous, les élections de Kadima entre Tzipi Livni et Mofaz. Bien sûr, c'est quelque chose qui est négatif, mais qui n'est pas propre au Likoud. Pour moi, je pense que Netanyahou, au contraire, ces élections au sein du Likoud, et suite au discours d'hier que peut-être n'était pas parfait, mais on voit quand même un redressement. Et on a vu aussi le sondage dans la première chaîne. Moi, je crois que les dernières semaines étaient mauvais pour le Likoud. La dernière semaine était plutôt positive. Alors justement, parlons de ce discours de Reuven Sapir. Hier, le Premier ministre a prononcé donc une allocution en grande pompe devant les sympathisants du Likoud. Quels ont été les thèmes finalement qui ont été abordés par le Premier ministre ? Quels vont être les grands thèmes de cette campagne ? Alors, le premier thème, bien évidemment, c'est... et c'est pas nouveau dans la bouche de Benjamin Netanyahou, c'est celui des menaces extérieures, le Hamas, l'Iran, le Daesh, l'État islamique, le Hezbollah, etc. Ça, c'est un thème qui est ressassé par Benjamin Netanyahou depuis des années. Et le Premier ministre qui se présente comme le seul politicien, le seul homme d'État capable aujourd'hui en Israël de faire rempart, de faire face d'une manière efficace face à ces menaces et de rassurer les Israéliens. Et donc, dans cet état d'esprit, à contrario, Benjamin Netanyahou s'en prend avec une certaine moquerie, avec un petit peu de sarcasme à ses principaux adversaires politiques, la liste de centre-gauche menée par Yitzhak Herzog et Tzipi Livni, en demandant à ses partisans est-ce qu'eux pourront faire face à ce genre de menaces. On l'écoute tout de suite. Est-ce que Livni et Herzog vont garantir la sécurité des citoyens israéliens ? Vont-ils résister au Hamas, au Hezbollah, à l'Iran ? Ils ne vont pas résister aux pressions, même pas un seul instant. Ils s'effondreront immédiatement devant tous les dictats. Je vais vous dire pourquoi. Pas seulement parce qu'ils sont faibles, et ils le sont, parce qu'ils le veulent. Ils veulent le retrait. Ils veulent abandonner parce que c'est ce que veut la gauche israélienne depuis les 20 dernières années.
On reconnaît tous les talents d'orateur de Benjamin Netanyahou, très enjoué hier soir. Et puis sur ce plan-là, il a la partie plutôt facile à jouer, étant donné qu'effectivement, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, les Israéliens ont plutôt tendance à faire confiance à Benjamin Netanyahou à la droite qu'à la gauche. Par contre, sur le plan économique, sur les questions économiques et sociales, c'est le contraire. Et dans le discours d'hier soir, vous remarquerez, Cyril, que pas un mot n'a été prononcé par Benjamin Netanyahou sur les questions économiques et sociales. Mais précisément sur cette résistance face aux pressions de la communauté internationale, à un moment où Israël n'a jamais été autant isolé sur le plan diplomatique, est-ce que ça marche encore? Est-ce que ça séduit les Israéliens, ce type de discours? Alors, plusieurs points sur le discours lui-même. D'abord, le côté ironique que nous avons eu dans le passage que vous nous avez montré. Vous avez remarqué les sourires de Benjamin Netanyahou lorsqu'il évoquait Livni Herzog. Voilà, alors le côté ironique déjà, Begin l'avait fait, Begin le faisait merveilleusement bien. Souvenez-vous, Begin et Peres, c'était les élections de 81. L'ironie, c'était des élections assez dures. Et donc l'ironie, ça fonctionne très bien pour ceux qui vous aiment et ça ne marche pas du tout pour ceux qui vous détestent. Alors ça, c'est quelque chose qui est déjà une chose concernant la forme. Maintenant, sur le fond, alors je vais commencer par la critique et après les éloges, si vous permettez. Alors la critique est laquelle? C'est comme dans les discours dans les Nations Unies, dans les conseils, dans les assemblées générales des Nations Unies où Netanyahou a quand même tenu 9 discours parce que ça fait pratiquement 9 ans que ce monsieur est Premier ministre, pas de façon suivie. Ce qu'il dit, c'est pas des inventions, c'est pas de la science-fiction. On vient de parler de quoi? De la Libye juste avant, et on voit que c'est pas la Libye et la Syrie. On voit un petit peu que le Moyen-Orient, à Oslo, on devait être dans une époque de paix. Et finalement, on voit aujourd'hui, au contraire, le terrorisme qui se développe de plus en plus, et les États avec lesquels on est censé avoir des relations qui se fragilisent de plus en plus, et en plus des éléments clés pour la stabilité comme la Turquie, qui devient au contraire un élément déstabilisateur. Tout ça, c'est clair, tout ça est vrai. Où est l'erreur de Netanyahou? Il le fait sur la scène internationale, il le fait aussi en Israël. Donner aussi une perspective et montrer au moins qu'Israël, c'est pas celui qui utilise justement la situation pour ne pas vouloir la paix. Mettre l'accent sur le côté stratégique et la volonté. Nous on veut, mais on peut pas. Si je peux me permettre, Boaz, il y a effectivement un moment dans le discours hier où Benjamin Netanyahou a évoqué une perspective, effectivement un court moment, une perspective d'avenir et d'espoir. C'est lorsqu'il a dit que face à la menace de l'islamisme, du fanatisme islamique, il y avait une possibilité d'alliance, de front commun entre Israël et les pays arabes modérés. C'est pas la première fois que Benjamin Netanyahou le dit, mais le fait qu'il l'ait dit hier devant la convention du Likoud n'est pas un hasard. Voilà, et justement, il pense encore une fois à l'Iran. Il pense à l'Iran et on pense bien sûr aux États du Golfe et surtout à l'Arabie Saoudite. Mais deuxième point qui est aussi assez important, on voit qu'est-ce que fait Netanyahou hier. Il essaie de faire cette lutte parce qu'il a très bien compris au niveau d'Israéliens, il parle déjà des partis, bien sûr, des partis d'ambiance. Il parle des partis ambiance. Et il cite plusieurs partis. Bon, il n'a pas cité aussi Daesh. Tous ces partis centristes qui peuvent très bien rentrer avec 10, 15, parfois 19 comme Yesh Atid au Parlement, mais qui ont un problème, c'est le lendemain. C'est-à-dire de revenir. On n'est pas un parti de providence 2 fois. On est un parti de providence une seule fois. Donc il parle de ces partis-là pour un peu les sortir un petit peu de la scène, si vous voulez, ou de les affaiblir. Et puis par la suite, qu'est-ce qu'il parle? Il parle du clan de la gauche. Qu'est-ce qu'il veut faire en faisant ça? Le Parti travailliste. Le Parti travailliste, vous avez pris peut-être Tzipi Livni, mais vous n'êtes pas un parti du centre, vous êtes un parti de gauche. Et comme on sait très bien que l'opinion publique, peut-être aujourd'hui est un peu fatiguée de Netanyahou, voudrait peut-être quelque chose de nouveau, mais finalement, la société israélienne vire de plus en plus, depuis 1977, vire à droite. Donc finalement, qu'est-ce qu'il fait là? D'abord, le côté ironique, c'est pour montrer, voilà, je suis en forme, je suis sûr de moi, je suis avec mes bases. Et la deuxième, bien sûr, revenir un petit peu au problème sécuritaire, surtout qu'il le fait dans un timing où la semaine dernière, avec l'erreur des Palestiniens, avec la démarche unilatérale et leur défaite au Conseil de sécurité. Et la fin, c'est faire une lutte, droite contre gauche. Je suis la droite, Herzog et Livni, c'est la gauche. Donc, thème sécuritaire abordé avec beaucoup d'insistance par Benjamin Netanyahou. Un autre thème abordé par le Premier ministre? Un thème important, celui d'un éventuel changement du système politique en Israël. C'est pas rien. Là, Benjamin Netanyahou a promis un changement pour les tout premiers jours de la prochaine législature. Un changement qui aurait pour but de renforcer la stabilité gouvernementale. Parce que vous savez, Cyril, que les Israéliens vont se rendre aux urnes le 17 mars prochain, un peu plus de 2 ans après les dernières élections. Donc on a le sentiment en Israël d'une instabilité gouvernementale et Benjamin Netanyahou entend résoudre ce problème. On va l'écouter maintenant. Dès les 100 premiers jours de la prochaine Knesset, nous ferons adopter une loi qui changera le système de gouvernement en Israël. Pour les prochaines élections, si Dieu veut, pas celles-là mais celles qui auront lieu dans 4 ans, le chef du plus grand des partis constituera automatiquement le gouvernement. Le gouvernement sera en place pour un mandat entier de 4 ans. Et il sera impossible de le faire tomber, à moins d'une situation extrême et avec une grande majorité de députés.
C'est pas la première fois, je crois que le Premier ministre c'est ses promesses. Ni la deuxième. C'est pas la première fois ni la deuxième, mais là il a une carte à jouer étant donné qu'encore une fois des élections si peu de temps après les dernières, c'est quand même assez rare dans l'histoire israélienne. On sent dans la population israélienne qu'il y a un sentiment de ras-le-bol face à cette instabilité gouvernementale et l'un des thèmes de campagne de Benjamin Netanyahou, et là c'est pas contre la gauche mais contre les partis centristes ou les partis le parti d'ambiance, mais aussi contre le parti de Naftali Bennett. C'est un grand Likoud contre toute la gauche. Donc là aussi, le thème, c'est celui de la stabilité gouvernementale. Benjamin Netanyahou essaye de remobiliser son l'électorat de droite pour que le plus grand nombre possible de voix se portent vers le Likoud, de manière à ce que le parti au pouvoir n'ait plus 18 mandats seulement, comme à la dernière législature, mais bien davantage, de manière à ce qu'il puisse gouverner, de manière à ce qu'il ait les coups des franges pour gouverner d'une manière plus stable et plus longue. Et là, ce projet de réforme gouvernementale, dont on ne sait pas s'il sera adopté, ça va dépendre des rapports de force à la prochaine Knesset, promet aux Israéliens une plus grande stabilité. Merci Dror Ben-Sapir. Après le gel des taxes palestiniennes, Israël envisage de nouvelles mesures de rétorsion contre l'autorité palestinienne. Suite à sa demande, vous le savez, d'adhésion à la haie, Jérusalem pourrait demander notamment aux États-Unis de suspendre leur aide aux Palestiniens en cas de poursuite judiciaire contre des personnalités politiques ou militaires israéliennes. On écoute les précisions de Maxime Pérez. Israël envisage désormais toutes les options pour riposter à la demande palestinienne d'adhésion à la Cour pénale internationale. À Jérusalem, des responsables ont laissé entendre ces dernières heures qu'ils s'apprêtaient à faire pression sur le Congrès américain. Objectif, faire appliquer une loi entraînant le gel de 400 millions de dollars à l'autorité palestinienne. Ce montant correspond à l'aide annuelle versée à Ramallah. Le texte de loi en question, le président Barack Obama l'avait signé en personne le mois dernier. Il contient un amendement stipulant que le soutien économique de Washington à l'autorité palestinienne ne serait pas versé en cas de poursuite judiciaire contre Israël pour crimes de guerre. Reste que pour actionner ce levier législatif, l'État hébreu devra s'appuyer sur les lobbies pro-israéliens du Congrès, à l'instar du puissant AIPAC, très influent auprès des sénateurs américains. Dimanche, Israël avait déjà décidé de geler le versement de 500 millions de shekels. Les fonds correspondent aux taxes que l'État hébreu collecte chaque mois pour le compte de l'autorité palestinienne. Jeudi, sous l'égide du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le cabinet de sécurité israélien se réunira pour débattre de nouvelles sanctions contre le pouvoir de Mahmoud Abbas. Voilà, je voudrais vous faire réagir, messieurs, sur les déclarations d'un ancien membre du Likoud, qui est aujourd'hui président d'État. Il s'agit de Reuven Rivlin, et qui a critiqué assez sévèrement cette décision israélienne de geler les taxes collectées pour le compte de Ramallah. Dror Ben-Sapir. Alors, c'est pas la première fois que Reuven Rivlin fait entendre cette différence, mais là, véritablement, il met les pieds dans le plat politique. Je veux dire, en principe, c'est pas son rôle, en tant que président de l'État, de prendre position sur une question aussi éminemment politique que celle-là. Alors, on peut discuter du bien fondé de cette décision de geler les revenus fiscaux prélevés par Israël pour le compte de l'autorité palestinienne, mais c'est une question éminemment politique. On se positionne d'une manière ou d'une autre. Et là, Reuven Rivlin a peut-être outrepassé en quelque sorte ses prérogatives en prenant position d'une manière aussi claire contre cette décision-là. Alors il va marquer des points, encore une fois, dans la gauche israélienne, ce qui est un paradoxe étant donné que Reuven Rivlin a toujours été un membre du Likoud, un partisan du Grand Israël, et c'est pas la première fois que les déclarations du président de l'État lui permettent de gagner en popularité dans la gauche israélienne et peut-être moins dans la droite. Est-ce que ça laisse augurer peut-être de prochaines difficultés que pourrait mettre Rivlin sur la route de Benjamin Netanyahou, notamment pour la formation de la prochaine coalition, parce qu'on sait que c'est le président qui donne sa bénédiction à la formation de la coalition. Netanyahou doit être, c'est pour ça qu'il veut être le parti avec le plus de sièges. Une phrase justement, souvenez-vous, Netanyahou ne voulait pas de Rivlin comme président, Rivlin est président. Rivlin ne veut pas de Netanyahou comme Premier ministre, est-ce que Netanyahou va quand même être Premier ministre? Merci messieurs, merci Dror Ben-Sapir, merci Boaz Bismuth. À suivre dans votre morning, les Juifs français de plus en plus nombreux à émigrer vers Israël. On en parle avec celui qui connaît peut-être le mieux ce dossier, c'est le directeur de l'agent juif, Ariel Kandel, qui nous rejoint dans un moment. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après un nouveau journal présenté par Sarah Caudron.
Et de retour sur le plateau du Morning pour cette troisième partie ce matin. Merci d'être resté avec nous et ça va claquer ce matin avec les clics de Bethsabée Salem. 5 clics, 5 infos avec un premier clic pas très gai comme d'habitude sur la chute du pétrole qui n'en finit pas. Voilà de quoi ouvrir la matinée, c'est bien. Exactement, le pétrole qui continue sa chute. À New York, le brut léger est passé sous le seuil des $50 le baril en séance, 49,95 $. Regardez le Wall Street Journal, la chute du baril et l'inquiétude assomme les cours alors que l'euro est tombé à son plus bas niveau face au dollar depuis 2006 et pour cause, cela reflète bien sûr l'angoisse de l'idée de cette Grèce qui va peut-être quitter la zone euro. Une sortie pour le moins enquiquinante, 89,95 $, c'est le niveau le plus bas depuis le 1er mai 2009, relève RFI, qui explique aujourd'hui c'est l'essoufflement économique de la Chine qui effraie. Deuxième économie mondiale, la Chine est aussi le deuxième consommateur d'or noir. Il y a donc trop de pétrole disponible, un surplus, et c'est ce qui fait plonger les prix du brut. RFI qui manque un peu d'arguments pour espérer que le cours ne se reprenne. Comme ce surplus mettra du temps à disparaître, nul ne sait où s'arrêtera cette dégringolade des prix du pétrole. Un surplus d'or noir, on parlait tout à l'heure des Libyens qui bombardaient justement les sites pétroliers. Voilà de quoi réjouir donc les commerçants de pétrole. On parle à présent du prince Andrew, dont l'entourage fait particulièrement l'éloge ces derniers jours. Oui, prince Andrew serait le meilleur homme sur Terre. C'est la citation avec laquelle Sky News titre son article sur le duc d'York. De quoi se demander, est-ce qu'il est mort, Cyril? Parce qu'en général, ce genre de citation, ça arrive après une mort inattendue. Eh bien non, le duc d'York, pour ceux qui n'auraient pas suivi, est sous le feu d'accusations d'abus sexuels. Et nous sommes entrés dans la phase défense, entendez, la phase compliment. Si Sky News présente ses louanges de son ex-femme, la duchesse d'York, Sarah Ferguson. C'est un homme extraordinaire, le meilleur au monde, précisant que la famille reste unie. Cyril, un soutien total dont le Télégraphe se fait aussi l'écho, même si presque cyniquement, le quotidien souligne que la duchesse a rendu un hommage vibrant à son ex-époux et il en a besoin, le duc. Non seulement ses avocats lui conseillent le silence, donc il ne peut pas se défendre tout seul, mais en plus les accusations se succèdent et n'en finissent pas au point que, comme le raconte le Washington Post aux États-Unis, Buckingham Palace a dû se fondre d'un deuxième communiqué après de nouvelles accusations de réseaux sexuels. Cette fois-ci, le palais royal qui n'aime pourtant pas prendre position en général dans ce genre de scandale, et on le comprend. Une autre Playboy cette fois-ci, mais qui cette fois-ci est en France. Un autre Playboy, il s'agit du président de la République française, Cyril, qui était l'invité... casqué. Exactement, l'invité exceptionnel de France Inter, mais les auditeurs n'ont pas tout vu. Alors le Figaro nous aide à voir dans ces coulisses de cette interview pendant les 2 heures de questions des journalistes et auditeurs. Eh bien, la chroniqueuse belge Charline Van Honacker a fait de l'œil au président avec des pancartes. Exemple, vous êtes encore plus beau en vrai, mais ce n'est pas tout. Le président Playboy a eu droit à 3 pancartes en tout. Moi aussi j'ai les frites, vous êtes libre ce soir. Les frites, on sait, c'est un de ces petits péchés que le président avait communiqué à la presse, ou encore je vous donne mon 06 à la sortie du studio. 06, c'est donc l'indicatif, les premiers chiffres des portables français. Cyril, mauvaise nouvelle, à la télé, c'est pas possible. C'est pas possible? Non, ça se voit. Ça c'est bien dommage. Alors on reste en France, Bethsabée, direction cette fois-ci la prison des Baumettes à Marseille qui nous est si chère. Exactement. Alors au Baumettes comme au Club Med, écrit La Voix du Nord, en cause une page Facebook révélée par la Provence qui fait polémique. Elle montre des détenus donc de cette prison à Marseille qui se montre un peu trop détendue au point qu'elle a dû être supprimée, cette page, fin 2014 par la direction de la prison. La page qui avait atteint alors 4800 likes durant les fêtes. Un look de colonie de vacances, c'est comme ça aussi que ces photos ont été décrites par le quotidien français Libération qui raconte une liasse de billets de 50 € fièrement exhibés par un jeune détenu en caleçon, un co-détenu qui fume la chicha devant la télé, des photos de prisonniers à visage découvert à torse nu et tout sourire dans les coursives. Se sont exhibés ainsi une dizaine de détenus. Alors les syndicats en profitent pour dénoncer quand même une situation qui est devenue intenable. Il y aurait des armes partout à l'intérieur. Même les détenus auraient peur. Ils doivent se fabriquer des armes en plastique pour se protéger. C'est pas le Club Med. La prison des Baumettes qui prend des allures de centre de vacances. Et un dernier clic, Bethsabée, au Japon cette fois-ci, où les festivités du réveillon ont donné lieu, semble-t-il, à une série d'étouffements. Oui, en cause une spécialité culinaire, le mochi, un petit gâteau de riz gluant, immâchable, inavalable, un gâteau qui chaque année, au mois de janvier, pendant les fêtes, fait ses victimes, surtout auprès des personnes âgées, sauf que cette année, c'est une véritable
hécatombe qui s'est produite. C'est la raison pour laquelle le Guardian en parle. 9 personnes sont décédées, 13 sont hospitalisées dans un état grave. Alors avant de se quitter, Cyril, un conseil, le mochi c'est en petits bouts, surtout pour les enfants et les personnes âgées. Et surtout, il faut le badigeonner de sauce pour pouvoir l'avaler plus facilement. Oui, parce que là, ça ressemble plutôt à une éponge quand même, le mochi. Ouais. Merci beaucoup, Betsabe Salem. À demain. À demain. À demain. Et je vous le disais en titre, les juifs français sont de plus en plus nombreux à émigrer en Israël. Plus de 7000 en 2014. 10 000 nouveaux immigrants de l'Hexagone sont attendus en 2015. Si on ne peut pas encore parler d'un exode massif, c'est en tout cas une tendance qui se confirme. Et je dis bonjour tout de suite à Ariel Kandel, directeur de l'Agence juive en France. Bonjour Ariel Kandel. Bonjour. Alors pendant 4 ans, vous avez été en poste à Paris. Vous avez été témoin du flot de ces Français de confession juive qui sont intéressés par les liens. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur du phénomène ? Au début, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on part en mission pour l'État d'Israël durant 4 ans en France pour transmettre ce qu'on appelle la notion Israël, entre autres, à la communauté juive de France, on ne part pas forcément pour faire face à une vague d'Aliyah de la sorte, mais effectivement, au début, on peut dire qu'on avait été surpris. Alors 7000 juifs, c'est 2 fois plus que les scores enregistrés en 2013. Comment vous expliquez ces chiffres ? C'est même plus que 2 fois plus, puisqu'on était à 3300 l'année précédente, donc là on est à plus de 7000 pour cette année. Ça s'explique par différents phénomènes. Tout d'abord, la communauté juive de France qui est extrêmement sioniste. Deuxièmement, forcément, le climat antisémite, avec d'un côté des événements très violents ces derniers mois, et d'un autre côté également des événements moins violents mais très significatifs, comme l'affaire Dieudonné ou les manifestations à Paris au mois de juillet. Et évidemment, le climat économique qui n'est pas extraordinaire en France, 0% de croissance, plus de 20% de chômage chez les jeunes, qui fait que pour les Juifs de France et particulièrement pour les jeunes Juifs de France, aujourd'hui, Israël et Tel Aviv est une option de plus en plus crédible, on va dire. Alors justement, essayez de dresser pour nous le profil type du Juif immigrant de France. Il est jeune, il est retraité, il est... Il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a à peu près une moitié de ces juifs qui sont des jeunes familles, on va dire, avec des jeunes enfants qui viennent ici pour essayer d'offrir en termes d'identité, on va dire, un avenir un peu plus florissant à leurs enfants. On a également à peu près un quart de retraités qui viennent suite à des longues carrières en France, en Israël également pour des raisons identitaires, mais pour certains même, ça peut faire sourire également pour passer une retraite au soleil sur la plage de Tel Aviv. Et troisièmement, on a également effectivement des jeunes qui sont pour certains avec des gros bagages universitaires qui viennent ici tout simplement parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui en France leur avenir est moins sûr. Et donc à partir de là, lorsqu'on ajoute à ça également un fort attachement à Israël en termes de valeurs, ça crée plusieurs milliers de juifs qui viennent en Israël pour y vivre en 2014. Alors une fois arrivé en Israël, c'est le ministère de l'intégration israélien qui prend le relais de l'agence juive pour intégrer ces dizaines de milliers d'olim, de nouveaux immigrants. Qu'est-ce qui est prévu par le gouvernement israélien pour faciliter justement l'intégration de cette population ? Alors évidemment, on en parle beaucoup depuis quelques mois en Israël, depuis plus d'1 an en Israël, de savoir ce qu'on peut faire également pour eux. Beaucoup de gens parlent de la fameuse reconnaissance des diplômes, où effectivement les ministères israéliens et la Knesset a avancé également sur ce travail concernant différentes choses, mais également aujourd'hui en termes d'intégration, l'État d'Israël, suite également à des demandes de plus en plus grandissantes de la communauté juive de France, s'intéresse également éventuellement à pouvoir ouvrir les portes de nouvelles villes en Israël à cette Aliyah. On parlait jusqu'à présent essentiellement de juifs qui venaient de France vers Jérusalem, Tel Aviv, Ra'anana ou d'autres villes en Israël. Aujourd'hui, on a d'autres qui estiment qu'éventuellement ils peuvent reconstruire leur vie dans d'autres villes comme par exemple Tibériade ou comme par exemple Hadera. C'est quelque chose de tout à fait nouveau dans le paysage de l'Aliyah des Juifs de France. Voilà, voici la perspective israélienne. On va tout de suite évoquer la perspective française avec Roger Kuckerman qui nous rejoint au bout du fil. Vous êtes président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour. Monsieur le Président, que vous inspirent ces chiffres de l'Aliyah cette année ? Eh bien, ça montre l'échec de la France dans la lutte contre l'antisémitisme, puisque le doublement de 2014 par rapport à 2013 signifie que les Juifs français sont très inquiets pour leur sécurité. C'est la cause principale de cette augmentation de l'Aliyah. Et effectivement, il n'est pas normal qu'aujourd'hui on doive protéger les synagogues et les écoles juives alors que personne ne protège ni les églises ni les mosquées. Il n'est pas normal qu'on ne puisse pas se promener avec une kippa dans le métro. Il n'est pas normal qu'on puisse être agressé. Et
C'est un climat tout à fait pernicieux qui est en train de se répandre et qui fait que la vie des Juifs en France est devenue très difficile. On n'est plus dans le pays dont on disait heureux comme un juif en France ou comme Dieu en France. Ouais, c'est le grand-père du philosophe Emmanuel Lévinas qui avait eu ces mots. Vous avez parlé, Roger Kuckerman, dans votre dernier entretien au quotidien Le Figaro, d'un phénomène de grande ampleur. Au fond, 1% de la communauté juive de France qui quitte l'Hexagone pour Israël. Est-ce que ce n'est pas un phénomène marginal? C'est très peu finalement. Ça traduit une évolution qui est en fait plus profonde parce que c'est 1% plus 1% plus 1% et les chiffres croissent. Et je crois qu'en 2015, on aura probablement des chiffres supérieurs aux 7000 de 2014. Les gens se posent des questions. L'ALIA n'est pas une chose très facile. Il y a le problème de la langue, le problème de l'adaptation, le problème d'une nouvelle vie. Donc ceux qui décident de faire leur alia le font après du temps de considération, de réflexion. Ce sont des décisions personnelles, mais il y a de plus en plus de juifs qui se posent la question de quitter la France parce qu'ils ont peur pour la sécurité de leurs enfants. Aujourd'hui, de mon temps, dans ma jeunesse, nous allions tous à l'école laïque. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un tiers des enfants juifs qui va à l'école laïque. Un autre tiers va dans des écoles juives et un troisième tiers va même dans des écoles chrétiennes. C'est montrer à quel point aujourd'hui les juifs sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Et c'est ça qui, je crois, est une considération qui explique cette évolution et qui explique la croissance de cette alia. Roger Kuckerman, vous avez évoqué dans un autre entretien au Parisien, il me semble, que le phénomène était pour vous inquiétant et triste. Est-ce que vous appelez vos coreligionnaires en France à rester justement sur le territoire français pour combattre l'antisémitisme plutôt que de choisir l'ALIA? Moi, je dis que ce sont des décisions personnelles et que donc une institution comme le CRIF n'a pas à dire aux gens partez ou restez. Par contre, je dis que pour ceux qui décident de rester, autant d'ailleurs je trouve que respectable ceux qui prennent la décision de partir, autant pour ceux qui décident de rester, je dis qu'il faut se battre sur le modèle des Israéliens qui eux aussi sont entourés d'un climat hostile et donc comme sur le modèle israélien, il faut faire face à l'adversité et faire tout pour faire pression sur le gouvernement et faire en sorte que la vie des Français juifs devienne une vie normale, sécurisée et tranquille. Il y a de gros efforts à faire, mais il faut se battre pour ça. Roger Kuckerman, vous êtes président du CRIF. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Ariel Kandel, est-ce que ces résultats, finalement, ce n'est pas également la conséquence directe, peut-être, d'un lent processus de repli communautaire de la communauté juive en France ? Oui, alors comme l'a dit M. Kuckerman, c'est vrai que c'est un choix personnel, mais c'est également, je pense, également peut-être un choix également communautaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui beaucoup de gens veulent se rapprocher de la majorité du peuple juif qui habite aujourd'hui en Israël. Donc je parlais peut-être pas de repli communautaire, mais effectivement d'une volonté de rejoindre la majorité du peuple juif qui se trouve en France, et ce qui est en Israël, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que si on parle de la perspective de 2015, on pourrait penser qu'en 2015 on pourrait atteindre entre 8 et 10 000 olim. Juste un dernier chiffre, en 2014 sont venus dans les bureaux de l'agence juive plus de 13 000 personnes à des soirées d'information. Certaines d'entre eux sont célibataires, d'autres sont chefs de famille. C'est-à-dire que si on mettait une moyenne, on pourrait estimer qu'aujourd'hui, près de 30 000 personnes, âmes, on va dire, juives de Paris, sont intéressées aujourd'hui par l'Aliyah plus qu'autour d'un café ou plus qu'autour d'une table de famille. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai phénomène qui fait qu'aujourd'hui, en France, les Juifs veulent se rapprocher de la majorité du peuple juif qui vit aujourd'hui en Israël. Alors il y a eu des scores très importants enregistrés par l'agence juive, notamment après la seconde intifada. Il y a eu des pics. À chaque fois qu'on a vu une recrudescence de l'antisémitisme, on a vu des vagues effectivement d'immigration vers Israël. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'une tendance ou est-ce que c'est un phénomène ponctuel qui va cesser dans les prochaines années? Vous avez vous-même parlé du phénomène du 1%, c'est-à-dire qu'on estime que d'un côté il y a 1% et que d'un autre côté c'est pas forcément exceptionnel de voir 1% des Juifs de France qui quittent la France vers Israël. Mais d'un autre côté, encore une fois, si on prend les perspectives des gens qui vont à des soirées d'information, qui ouvrent des dossiers de Aliyah, on se rend compte que d'ici 3-4 ans,
peut-être 20% ce qu'on appelle du noyau dur communautaire, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a à peu près 150 000 juifs qui font partie du noyau dur communautaire. Peut-être que 20% d'entre eux, 20 à 25% d'entre eux n'habiteront plus en France. Et là, lorsqu'on réfléchit en termes de communauté juive en France, forcément, c'est une perspective qui est complètement différente du fameux 1% et qui montre véritablement qu'il y a, en tout cas au niveau communautaire, une tendance peut-être qui est en train de se créer en France et qui a débuté il y a d'ici un peu plus d'1 an et demi. Ariel Kandel, directeur de l'agence juive en France, Bethsabée Salem. Merci à tous les deux. On se retrouve immédiatement après un nouveau journal de Sarah Gaudron pour parler cinéma, cette fois-ci avec notre chroniqueuse Laetitia Loreni qui viendra nous parler de la prochaine adaptation au cinéma, et oui, du livre de Valérie Trierweiler. Merci pour ce moment où elle raconte évidemment sa vie aux côtés du président de la République, François Hollande. A tout de suite, ne bougez pas. Et nous voilà de retour sur le plateau du Morning en compagnie cette fois-ci de Laetitia Loreni, bonjour, chroniqueuse cinéma, spécialiste i24 News, et Myriam Aman avec une rubrique décryptage aujourd'hui. Vous êtes venu nous parler de ces réfugiés syriens dont l'exode ne s'arrête pas aux pays voisins, visiblement. Ils sont nombreux à tenter d'atteindre l'Occident et notamment l'Europe. 2 cargos à la dérive sont arrivés sur les côtes italiennes ces derniers jours, une actualité qui met notamment en lumière le rôle des passeurs. Oui, Cyril, des passeurs qui se font beaucoup d'argent en mettant en péril, on l'a vu, la vie de ces passagers. Alors, ils sont entassés, ces réfugiés syriens, à 500, 600, parfois 700 sur des cargos qui sont tout juste bons pour la casse. Voilà, et pour bien comprendre les conditions dans lesquelles ils voyagent, parce que c'est évidemment pas une croisière, c'est évidemment un voyage difficile. Et donc, pour comprendre le rôle de ces passeurs, il suffit d'écouter les témoignages qui arrivent maintenant, puisque vous l'avez dit, ces derniers temps sont arrivés 2 cargos, et les Syriens, ces réfugiés syriens qui sont arrivés en Italie, témoignent aujourd'hui. On les écoute. En général, il faut 3 ou 4 jours pour faire cette traversée. Nous avons mis 7 jours. On était en danger, on avait froid. L'eau débordait de partout. On a bravé de nombreuses tempêtes. Il faisait un temps de chien. L'eau suintait du bateau et coulait sur la tête des gens. Le navire chavirait dans toutes les directions. En ce qui concerne la nourriture, les gens avaient le mal de mer et étaient en train de vomir tout le temps. Personne ne pouvait manger. On a payé 6 000 € chacun. On s'est procuré cette somme en Turquie où nous avons vécu pendant 2 mois. Certaines personnes ont vendu des terrains, des maisons ou bien des boutiques avant de pouvoir se permettre le voyage. Finally, Captain, when he heard that the Italian commandos, quand le capitaine a su que la marine italienne était sur le point d'arriver, il s'est enfui. Nous ne savons pas où. Il était peut-être parmi nous, mais sur 750 personnes sur le bateau, il n'est pas possible de le reconnaître. Alors Cyril, il y a 3 choses à retenir de ces témoignages et des images qu'on vient de voir. D'abord, évidemment, les conditions dans lesquelles ces réfugiés syriens qui quittent quand même un pays en guerre voyagent. On l'a vu, des images de dépotoirs presque, j'ai envie de dire. Ils sont entassés, ils n'ont pas beaucoup d'espace. Ensuite, les prix demandés par les passeurs, 6 000 $, c'est 5 000 € par tête, c'est-à-dire par personne. Et puis le procédé des passeurs, une fois qu'on arrive près des côtes, s'il y a les autorités ont repéré le bateau, ils quittent tout simplement le navire ou ils se fondent parmi les réfugiés syriens et ils laissent le bateau à la dérive avec tous les dangers évidemment que ça représente. Mais parce que dans le cas de ces deux cargos, on a vu que les passeurs avaient changé de méthode. Oui, ils ont changé de méthode. Alors, évidemment, on ne parle pas ici de ces passeurs qui font passer la frontière syrienne, qui eux souvent sont des Syriens eux-mêmes, des hommes, parfois des enfants, qui font passer à pied vers le Liban ou vers la Turquie. Ici, il s'agit de toute une organisation. Alors, on ne parle pas de petits bateaux, de petits rafiaux. Il s'agit de cargos, de grands navires. Et dans ces cas-là, les cas qui sont arrivés en Italie, c'est Ezzedine et le Blue Sky M. On oublie donc ces canaux de pêche et il faut qu'ils s'achètent ces bateaux-là, puisque ces bateaux-là ne se trouvent pas au coin de la rue. Eh bien, Cyril, sachez que c'est
très facile de trouver un cargo ou un navire sur Internet. En 2-3 clics ce matin, j'ai testé. J'en ai trouvé 4 à moins de 1 million d'euros. Il y en a même un qui était à 300, voilà là, un peu plus de 800 000 euros. 800 000 euros et on prend par passager 5 000 ou 6 000 euros. Exactement, on va faire justement, on va faire ce petit calcul. Alors un cargo, on va dire un cargo qui n'est pas à 300 000 mais à 800 000, on va dire un plus gros cargo à 800 000 euros, dont certains, celui qu'on voit à l'image maintenant, date de 1974. Voilà, donc vous voyez, il n'est pas tout jeune. Vétuste, hein. Donc 800 000 euros sur lequel on peut mettre, comme dans le cas de Ezzedine ou de Blue Sky M, en moyenne 600 migrants. Hein, il y en a eu même jusqu'à 700, mais on va dire 600 migrants. 5 000 euros par tête à peu près, et donc ça fait 3 millions d'euros, auxquels il faut enlever évidemment les 800 000 euros. Ça fait plus de 2 millions d'euros de bénéfices. Waouh. Et apparemment, c'est pas tout parce que les passeurs trouvent visiblement d'autres moyens pour augmenter leurs bénéfices. Oui, selon Frontex, c'est l'agence européenne qui gère les frontières de l'Union européenne. Ces passeurs se comportent en fait comme des véritables businessmen, comme pour les compagnies aériennes low cost. Il y a des services payant, c'est pas une blague Cyril, c'est une réalité rapportée notamment par les témoins. Alors de l'eau et du thon par exemple coûte 80 euros par tête. Une couverture ou un gilet de sauvetage, un gilet de sauvetage dans des conditions pareilles, c'est quand même quelque chose de... C'est pas un produit de luxe. Voilà, ouais. Et ben ça vous coûtera 160 euros par couverture ou par gilet. Si vous voulez passer un appel par téléphone satellite, vous devrez débourser 250 euros par appel. Et enfin, si vous voulez voyager en première classe, alors comprenez sur le pont et pas dans la cale, c'est 160 euros par personne. Et vous voyez, les passeurs sont devenus, comme je vous l'ai dit, de véritables hommes d'affaires. Ils se font beaucoup d'argent sur la détresse de ces passagers. Alors, au-delà des services payants, hein, comment ces passagers-là, ces réfugiés syriens, arrivent à se procurer autant d'argent pour pouvoir passer? Alors, il faut savoir deux choses. Il y a d'abord les premiers réfugiés, c'est ceux qui quittent, en général tous, quittent la Syrie souvent à pied, traversent les frontières, arrivent au Liban ou en Turquie, en tout cas dans les pays voisins. Certains s'arrêtent là, ce sont souvent ceux qui ont très peu de moyens, Cyril, et qui donc forcément ne pourront pas se payer un voyage autre que celui de la destination où ils sont arrivés. Ils sont entassés dans des camps de réfugiés. D'ailleurs, le Liban, ces derniers temps, a décidé hier de donner un visa, d'imposer un visa à ces réfugiés, tellement il y en a. Il y en a 1 million au Liban, 3 millions en tout qui ont quitté les frontières syriennes. Donc ceux-là n'ont pas les moyens. Par contre, les autres, ce sont des Syriens issus de la classe moyenne, ce qui veut dire qu'ils sont médecins, ingénieurs, des commerçants qui avaient des moyens, qui sont des propriétaires terriens, qui avant de quitter la Syrie ont vendu leurs terres, leurs maisons, en tout cas leurs biens, leur savoir parfois, et qui ont donc un certain portefeuille. Et les passeurs, évidemment, eh bien, ils en profitent et ils augmentent les prix. Et puis il y a ceux qui se sont arrêtés en Turquie, par exemple, qui travaillent 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps de mettre de l'argent de côté pour pouvoir s'offrir le luxe, et c'est un jeu de mots évidemment un peu macabre, mais le luxe de pouvoir arriver peut-être dans le sud de l'Europe et en Italie. Et il faut savoir que l'Italie n'est pas la dernière destination de ces personnes-là, parce que l'Italie connaît une crise économique très grave en ce moment. Et donc leur but à eux, c'est d'arriver plutôt dans le nord de l'Union européenne, et dans les pays scandinaves. Notamment en Suède, où on sait qu'il y a une forte poussée migratoire. Merci beaucoup Myriam Aman pour cette très belle enquête. À plus tard. Que reste-t-il des fêtes de fin d'année, des bons moments sûrement, mais aussi du papier, des emballages, des ordures? Et c'est un artiste américain qui a voulu photographier ses amis dans leurs poubelles et ils ont dit oui. La démonstration en images par Sandy Fortis. Avec la nouvelle année viennent généralement les bonnes résolutions. Mieux respecter notre environnement en fait souvent partie. C'est ce que Greg Segal essaye de faire avec une série de Photoshop. Des clichés montrant ses amis et voisins entourés des déchets qu'ils ont accumulés en à peine une semaine. Le problème reste abstrait, très général. Il n'est pas à l'échelle de l'individu. Donc je personnalise le problème en demandant aux individus et aux familles de mieux réfléchir à ce qu'ils font, en leur proposant de regarder leurs ordures de plus près. Comme toutes ces séries photos, celle-ci raconte une histoire, mais elle cherche surtout à interpeller le public. Objectif, informer les Américains sur leur mode de consommation en les confrontant à la réalité. En moyenne, un Américain produit 2 kilos de déchets par jour, alors qu'en Europe, c'est 1 kilo. Donc nous produisons 2 fois plus de déchets.
Ce n'est pas la première fois que Greg Segal cherche à sensibiliser la population à la question de l'environnement. Dans Nightscape, le photographe américain tente de mettre au jour la pollution de l'air de Los Angeles. Détritus est quant à lui un rappel vibrant de notre avis volontaire de la planète et de ses ressources. Greg Segal n'est toutefois pas dupe du faible impact de ces initiatives. C'est peut-être une goutte d'eau dans un océan, mais une goutte en plus ne fera jamais de mal. Une goutte d'eau qui a déjà fait son effet. Qu'est-ce que ça fait? Quels dégâts cela engendre? Quand vous avez l'occasion de vraiment voir vos déchets, vous dites waouh. Là tu t'arrêtes et tu te dis que tu pourrais sûrement faire différemment. Vous aussi, ça vous fait réfléchir. 2015 vient à peine de commencer, il est encore temps de se mettre à penser à notre environnement. Et bonjour Laetitia Loreni, notre spécialiste cinéma et 24 News, comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, alors vous êtes venu nous parler aujourd'hui. Cette fois vous avez mon nom correctement. Non, je décorche plus, c'est fini, j'ai répété toute la nuit, je vous assure, c'est bon. Laetitia Loreni. Alors vous êtes venu nous parler d'un livre, celui de Valérie Trierweiler, qui va être prochainement adapté au cinéma. C'est Merci pour ce moment, où elle raconte sa vie aux côtés de François Hollande, président de la République. Tout à fait. Alors on va rappeler un petit peu les faits 2 semaines après que le président de la République française, François Hollande, ne célèbre ses 60 ans. Valérie Trierweiler, ne l'oubliez pas, elle lui offrait un cadeau surprise auquel il ne s'attendait pas forcément, des mémoires préparées dans le plus grand secret qui rappelaient au président, mais aussi à la France entière, les 9 dernières années du couple passées ensemble dans les moindres détails. La suite, on la connaît, un raz-de-marée éditorial, plus grand succès en librairie en 2014 avec près de 600 000 exemplaires vendus. Et voilà que pour Noël, eh bien, elle ne l'oublie à nouveau pas, son très cher et tendre président. Un autre cadeau donc, une adaptation de ce roman en film. Ça a été annoncé hier. Merci pour ce moment est en production et c'est une amie de Valérie Trierweiler qui est en charge. Elle s'appelle Saïda Jawad, elle est actrice, productrice et donc réalisatrice. Elle avait d'ailleurs défendu Valérie Trierweiler au moment où son livre a été sorti. Et elle continue d'ailleurs à la défendre quant à l'intention de ce projet cinématographique qu'elle dit. Elle annonce qu'il n'est pas fait pour être un film controverse, mais bien évidemment l'adaptation d'un livre pareil, on s'imagine bien que ça va être obligatoirement un film controversé. Vous pensez que ça va un succès de librairie, c'est forcément un succès au box-office? Alors je ne sais pas si c'est forcément un succès, ça sera forcément un succès au box-office. Je l'imagine. Après, moi, je me pose plus la question sur un intérêt cinématographique. Est-ce que c'est réellement nécessaire? C'est bon, enfin, je veux dire, après 600 000 exemplaires vendus, on en a beaucoup parlé de ce livre, on connaît les faits, on se rappelle de passages quand même... croquant entre guillemets, où elle rentrait vraiment dans les détails, où elle allait pour prendre des somnifères au sein de l'Élysée et que François Hollande tentait de l'empêcher. Tous ces moments qu'on va évidemment revoir dans le film, en tout cas certainement. Donc un aspect cinématographique, est-ce que c'est nécessaire? C'est vrai que c'est une histoire son histoire à elle, la relation entre Valérie Trierweiler et François Hollande est exceptionnelle dans le sens littéral du terme, mais le thème est tout de même international et général. C'est-à-dire qu'une femme prise au sein d'une dépression... Oui, amour et pouvoir, c'est les thèmes qui marchent au cinéma généralement. Donc cinématographiquement, voilà, c'est là où ça va être intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment la France traite sa politique, puisque c'est vraiment français de traiter la politique au cinéma du point de vue du couple et pas forcément du point de vue du pouvoir. On l'avait déjà vu dans La Conquête avec Denis Podalides qui incarnait Nicolas Sarkozy, qui s'intéressait à l'ascension au pouvoir de Nicolas Sarkozy, mais Cécilia Sarkozy était bien présente. D'ailleurs, on va se rappeler de ce film La Conquête en images tout de suite. Je me la garde, Dominique, votre amitié. Je salue la France qui se lève tôt, qui ne demande pas de subvention. Ici, on n'arrête pas de supprimer des emplois, alors assez de baratin. T'as vu le petit con, là? Il faut pas mettre des gars comme ça dans les premiers rangs, hein. Faut vraiment que tu dépoussières la politique, que tu les ringardises. Faut qu'on montre qu'on n'a rien à cacher. Tu as raison, ma chérie, la transparence, c'est rien de mieux. Putain, je suis entouré de connards. N'oubliez pas, je suis une Ferrari. Quand vous ouvrez le capot, c'est avec des gants blancs. Quelle interprétation? Denis Podalides, l'Académie française, c'est un de mes acteurs préférés d'ailleurs, Denis Podalides, qui avait donc donné une performance extraordinaire en tant que Nicolas Sarkozy. Et donc voilà, le cinéma, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que le cinéma et la politique, c'est jamais vraiment très éloigné. C'est des personnages qui sont très intéressants à adapter cinématographiquement. On l'avait vu d'ailleurs dans Le Pater, qui était un film d'Alain Cavalier, où là on voyait en fait la relation entre un réalisateur et un acteur qui mettait en scène sous forme
forme d'un président qui parlait à son Premier ministre. C'était avec Vincent Lindon. C'était un film qui avait beaucoup marché, qui était sorti en 2011. Et on voyait en fait que c'est pas vraiment différent. Un homme politique peut être un acteur et peut-être doit l'être. Il séduit les foules de la même manière qu'un acteur pourrait le faire. Un acteur de théâtre devant son public, quand on donne un speech lors d'un meeting politique, on a besoin des mêmes talents. Je me souviens des prestations de Bernard Tapie au théâtre, notamment. Et Bernard Tapie qui est d'ailleurs... je pense que je pense qu'il y en a, et je pense qu'ils le font tous. Je pense que c'est nécessaire, des cours de diction, des cours de... Donc c'est vraiment deux arts, c'est de l'art, la politique. Ça peut l'être, en tout cas, c'est des arts qui sont assez rapprochés. C'est très étrange aussi de voir comment, donc comme je le disais, en France, on traite souvent à travers la politique, à travers les relations amoureuses de ces hommes politiques. Aux États-Unis, c'est complètement différent. On est plus dans la satire, presque dans le thriller. On se rappelle de films, notamment Sean Penn incarné sous forme de thriller par les tueurs ou les gens qui ont planifié des assassinats d'hommes politiques, ou alors complètement biographiques comme W, le film d'Oliver Stone, dont on voit des images tout de suite. Laetitia, un mot du casting peut-être sur on parlait de Denis Bolalides qui incarnait très rapidement un casting. Nicolas Sarkozy, Julie Gaillet qui va peut-être interpréter son propre rôle. Justement, j'allais vous demander, on n'en sait rien pour le moment. Merci beaucoup Laetitia Loreni. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Demain, vous retrouverez l'excellentissime Nathalie Nagar à la barre du Morning. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. On se quitte en musique en rendant hommage à l'un des plus grands trompettistes de jazz de tous les temps, Dizzy Gillespie. Il nous quittait il y a 11 ans exactement, c'était un 6 janvier 1993. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci mademoiselle, merci Myriam Aman, merci Laetitia Loreni. À très bientôt.